lisant Tintin, on pense peu à Hergé. On est tellement captivé par les aventures de Tintin, on pense peu à Hergé. Et d'ailleurs, Hergé a tout fait pour qu'on ne pense pas à lui. Hergé s'est toujours retranché derrière Tintin, et d'ailleurs les journalistes ne le questionnant que sur Tintin et jamais sur lui-même, il n'a pas eu de peine à se cacher derrière Tintin. Mais évidemment, comme tout créateur, Hergé a mis beaucoup de lui-même dans les aventures de Tintin. Et l'erreur qu'ont fait beaucoup de gens, c'est de penser qu'il avait mis sa vie d'adulte. Et beaucoup de gens ont dit, mais il n'y a pas de jolies femmes dans les aventures de Tintin, alors Hergé ne devait pas aimer les femmes. Puis il y a une horrible mégère, la Castafiore, alors Hergé devait avoir vraiment des problèmes avec les femmes. Et ça, c'est une erreur. Hergé, il a dessiné avec son âme d'enfant. Et il a mis dans son œuvre ce qu'il imaginait, ce qu'il rêvait, ce qu'il anticipait quand il était enfant. Et comme Hergé, quand il était enfant, a grandi dans une famille où il y avait un secret familial assez dur, hein, assez captivant, assez chargé d'émotions dans la famille, et bien quand Hergé, une fois adulte, a dessiné les aventures de Tintin, il a renoué avec sa mentalité d'enfant et il a mis dans son œuvre ce secret qui avait été le secret de sa famille. Mais Hergé adulte n'est pas dans son œuvre, Hergé enfant est dans son œuvre. Alors Hergé a bien balisé les choses. Il a dit Tintin, c'est moi quand j'ai envie d'être un boy scout parfait. Haddock, c'est moi quand je m'énerve. Il aurait pu ajouter quand je bois un coup de trop, parce qu'il était parfois porté sur la bouteille. Et puis Tournesol, c'est moi, dit-il, quand je suis enchaîné à ma table de travail. Vous savez, c'était un bourreau de travail. La semaine et le week-end, une bonne partie de la nuit, toujours à travailler. Donc vous voyez, Tintin, Haddock, Tournesol. Mais en même temps, il y a d'autres personnages dans les aventures de Tintin. Il y a les Dupont, il y a la Castafiore, et il ne les a pas identifiés aussi clairement. Un peu les Dupont quand même. À un moment, il a dit, les Dupont, jumeaux, c'est mon père et mon oncle. Il a même dit, quand mon père allait acheter un chapeau, mon oncle allait tout de suite acheter le même. Quand mon père allait acheter une canne, mon oncle allait tout de suite acheter la même. Et donc du coup, il a dit clairement, les Dupont, c'est mon père et mon oncle. Déjà, on y voit un peu plus clair. Puis il y a la Castafiore. La Castafiore, il n'en a rien dit. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a dans l'histoire de la famille de Hergé un personnage énigmatique, une comtesse ou une duchesse, voilà, ça dépend dans les versions familiales, une fameuse Madame de Dotzel, et cette Madame s'est occupée de son père et de son oncle. Hergé l'a jamais connue. Hergé l'a imaginé quand il était enfant, une diva, une grande dame, au-dessus de tout le monde, qui ne pense qu'à elle, qui est très narcissique, et qui ne répond jamais aux questions. C'était quoi la question à laquelle elle aurait pu répondre? C'est que le père et l'oncle de Hergé étaient nés de pères inconnus. Alors peut-être cette femme connaissait l'histoire. Il y a donc la Castafiore qui ne donne jamais, vous savez, à Haddock son vrai patronyme. C'est une figure de ce personnage énigmatique dans la famille de Hergé qui peut-être connaissait le nom du géniteur du père et de l'oncle de Hergé, mais il ne l'a jamais dit. Et puis vous savez, la Castafiore, c'est un personnage double. Il y a aussi ce qu'elle est quand elle est sur la scène. Et sur la scène, elle joue toujours la même chose. Le Faust de Gounod, l'opéra Faust de Gounod. Et là, elle joue qui? Elle joue la Marguerite. La Marguerite, c'est une femme, une servante, une femme de condition modeste, qui est séduite par Faust rajeuni par Méphisto, par le diable. Et à un moment, dans l'opéra de Gounod, Marguerite pense qu'elle va pouvoir séduire Faust, bien qu'elle soit d'origine modeste, parce que le diable a caché des bijoux. Et donc elle prend les bijoux, elle dit, comme je suis belle, je suis belle, ne me vois en ce miroir, et donc comme je suis belle, Faust va pouvoir s'intéresser à moi. Et puis bon, dans la pièce de Gounod, ça tombe très mal, parce que finalement, elle est séduite, elle est enceinte, elle est abandonnée. Et ce destin de Marguerite, de l'opéra de Gounod, c'est exactement le destin de la grand-mère de Hergé, la vraie grand-mère, pas la comtesse énigmatique, la vraie grand-mère, s'appelait Marie de Vigne, qui a été enceinte des deux jumeaux, Alexis et Léon, le père et l'oncle de Hergé, et elle n'a jamais dit à ses enfants le nom du géniteur, mais elle a eu un destin à la Marguerite, séduite, abandonnée, désespérée, mourant très jeune, voilà. Et donc vous voyez, la Castafiore aussi, elle fait partie de l'histoire de Hergé, mais pas de l'histoire
qu'il a connu dans un contact réel, de l'histoire qu'il a entendue, de tout ce qu'on lui a raconté. Il a entendu tellement d'histoires incroyables quand il était petit qu'il s'en est sorti en racontant ses propres histoires. Et en racontant ses propres histoires, en devenant le formidable conteur qu'il a été, il a évidemment renoué avec ses histoires d'enfance qu'il avait entendues, la mystérieuse comtesse, la pauvre servante, la Marguerite de l'opéra de Gounod qui la représente, voilà, et ainsi de suite. Vous voyez, donc une œuvre où il a mis énormément de lui-même, mais comme je dis toujours, de façon cryptée. Vous savez, une crypte, c'est souterrain, on ne le voit pas. On visite l'église et puis on voit un panneau, crypte, c'est au-dessous. On peut ne pas y aller, c'est au-dessous, voilà, ça ne se voit pas quand on est dans l'église. Ben, l'œuvre d'Hergé, elle a une crypte, et cette crypte, c'est son histoire familiale, et c'est là que je l'ai trouvée, hein, mais à premier abord, ça ne saute pas aux yeux. Alors, le point de départ était très bête. J'étais à l'école, il y avait des jumeaux dans ma classe. Évidemment, les jumeaux portaient le même nom, ils avaient le même père. Et puis, je lisais les aventures de Tintin, et un jour, j'ai dit à mes parents, mais enfin, les Dupont, ils sont bien jumeaux. Mes parents me disent oui. Et je dis, mais ils ne s'appellent pas pareil. Mes parents me disent comment? Ben, je dis non, il y en a un qui s'appelle Dupont avec un D et l'autre qui s'appelle Dupont avec un T. Ils sont jumeaux, ils n'ont pas le même patronyme, ils n'ont pas le même père. Mes parents m'ont dit, oh là là, mais tu vas chercher des choses incroyables, voilà. Donc ça, c'était une question d'enfance. Et puis j'en avais une seconde question d'enfance, c'était, vous savez, cette fameuse histoire du chevalier de Haddock qui prétend avoir caché un trésor dans une île et qui établit des parchemins, des messages qui permettront à ses descendants, donc au capitaine Haddock plus tard, hein, d'aller trouver le trésor dans l'île. Alors tout ça est très clair, hein, voilà, il y a un trésor, il y a des parchemins pour le trouver, on va le chercher. Puis vous savez ce qui arrive, Tintin, Haddock, puis Tournesol qui s'est greffé sur l'expédition, puis les Dupont, ils vont dans l'île, ils ne trouvent rien. Alors là je me disais quand j'étais enfant, mais c'est incroyable, pourquoi avoir fait tout ce cinéma pour envoyer ses descendants chercher un trésor là où il n'est pas. Imaginez que vous trouviez dans un vieux coffre familial un papier qui vous donne le numéro secret d'un coffre en Suisse où il y aurait un gros magot. Ben vous y allez, vous ouvrez le coffre en Suisse, il est vide. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ben, soit mon ancêtre était un plaisantin, soit il a voulu peut-être me dire autre chose, que le trésor il n'est pas là mais il est ailleurs. C'est pas des pierreries, mais c'est autre chose. Et donc j'avais ça dans la tête enfant, puis bon j'ai oublié évidemment, et puis quand j'ai relu les aventures de Tintin avec mon premier fils, hein, voilà, et ben j'ai renoué avec ces questions, et comme j'étais devenu entre-temps psychiatre, psychanalyste, je me suis dit, ben je vais pas les lâcher, je vais essayer de comprendre. J'ai fait un tas d'hypothèses dans tous les sens, et puis j'ai finalement été beaucoup aidé par le fameux parchemin que découvre Tournesol, vous savez, que déchiffre Tournesol, le parchemin de la donation du château de Moulinsart. Et là, en retournant ce parchemin dans tous les sens, puisqu'Hergé le reproduit, j'ai finalement compris que le roi Louis XIV était probablement le père caché du chevalier de Haddock, ce qui expliquerait que le roi Louis XIV donne le château de Moulinsart au chevalier de Haddock en l'appelant mon cher et aimé chevalier. Le roi Louis XIV n'appelait jamais ses chevaliers mon cher et aimé chevalier. Donc j'ai pensé que c'était peut-être un amant, mais bon, dans les aventures de Tintin, homosexualité, non, que c'était peut-être un frère, vous savez, le masque de fer par exemple, mais les dates ne correspondaient pas, les dates données dans le parchemin de la donation ne correspondaient pas, restait l'hypothèse d'un fils bâtard non reconnu, ayant constamment souffert de cette non-reconnaissance et ayant transmis sa souffrance à ses descendants. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur les secrets de famille, il ne m'apparaissait pas du tout absurde que quelqu'un souffre 2 ou 3 générations plus tard d'un secret familial, voilà, d'un secret de filiation non reconnue. Exactement. Et je me suis dit, mais pour avoir aussi bien imaginé ça, il n'y a pas besoin de l'avoir vécu, mais pour l'avoir aussi bien imaginé et aussi bien caché, là, il faut l'avoir vécu. Vous voyez, c'est à la fois montré, caché. C'est ça qui m'a mis sur la piste. Donc je me suis dit, ben, Hergé, pour avoir aussi bien mis en scène cette histoire, parce que c'est très rigoureux, hein, je vous la fais vite, mais c'est très rigoureux dans son œuvre, pour l'avoir aussi bien construite et aussi bien cachée, il faut qu'il soit porteur d'une histoire semblable dans sa famille. Il faut qu'il nous ait raconté sa propre histoire, en quelque sorte, en la maquillant. Et donc j'ai fait l'hypothèse que dans la famille de Hergé, il y avait un garçon d'origine illustre,
noble, probablement. Il ne faut pas oublier que la noblesse était importante à l'époque où grandissait le petit Hergé. Voilà. Donc un ancêtre d'origine illustre, non reconnu par son propre père, et qui aurait toujours souffert de cette non-reconnaissance. Et je ne savais pas dans quelle génération, je ne me suis pas prononcé, mais j'ai dit, il doit y avoir quelqu'un comme ça. Et c'est quelques années après que deux journalistes, Smoldren et Sterckx, ont découvert qu'en effet, il y avait parmi les ascendants d'Hergé exactement ce cas de figure, puisque le père et l'oncle de Hergé étaient nés d'un père inconnu, mais qui était présenté dans la famille comme quelqu'un d'extraordinairement important. Et puis en même temps, comme ce père n'avait pas reconnu les deux jumeaux ont finalement été reconnus à 12 ans par un ouvrier du nom de Remy, mais qui n'a fait que passer, une sorte de mariage blanc avec Marie de Vigne. Et donc vous voyez les deux pères qui justifient les deux patronymes des Dupont, Dupondé et Duponté, les deux pères ont bien existé. Il y a le géniteur secret dont on connaîtra probablement jamais l'identité, puis ça n'a pas d'importance. Et puis il y a l'ouvrier du nom de Remy qui a donné leur nom aux deux jumeaux Alexis et Léon. Donc le père et l'oncle d'Hergé ont bien eu deux pères. Les deux ne se sont pas du tout occupés d'eux, ce qui explique la grande souffrance des Dupont tout au long des aventures, des histoires rocambolesques. Ils cherchent toujours quelque chose qu'ils ne trouvent jamais, ben voilà, c'est leur patronyme. Et donc vous voyez qu'à partir de là, quand Hergé dit Tintin, Haddock et Tournesol, c'est moi, c'est des facettes de moi. C'est la troisième génération du secret. Donc en fait, on a trois générations du secret. La première génération, c'est l'association Comtesse et Marie de Vigne, c'est la Castafiore qui incarne les deux femmes. La deuxième génération du secret, c'est les Dupont, c'est les enfants qui ignorent tout de leur filiation, qui n'arrêtent pas de chercher et qui se trompent sans arrêt et qui sont finalement ridicules. Et puis la troisième génération, c'est celle que désigne Hergé pour le représenter, Tintin, Haddock et Tournesol. Trois générations du secret. Et on lit les albums de Tintin autrement quand on a compris ça. Oui, alors j'avais commencé par travailler sur cette question du chevalier de Haddock, du capitaine, du fils bâtard non reconnu. J'ai commencé à travailler là-dessus au fin 81, début 82, pour un article d'une revue de psychanalyse appelée Confrontation, et c'était un numéro sur une question qui à l'époque me préoccupait beaucoup, qu'on appelait le fantôme. Le fantôme, c'est lorsque vous êtes porteur du secret d'une génération précédente, pas un secret à vous, hein, comme le fait d'avoir été maltraité physiquement ou sexuellement, voilà, mais le fait que le secret de quelqu'un d'autre vous a influencé à votre insu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fantôme. Et donc, j'avais pris les aventures de Tintin pour exposer cette problématique du fantôme en disant Hergé est porteur d'un secret qui ne le concerne pas lui personnellement, mais un secret familial. Voilà. Donc comme je vous une grande admiration à Hergé, ce qui ne t'aidera pas, je lui ai envoyé mon article avant sa publication, donc j'ai dû lui envoyer en juillet 82, et il m'a fait répondre par son secrétaire, Alain Baran, en novembre, que je lui avais beaucoup appris sur le créateur du personnage de Haddock, la périphrase, et il m'a encouragé à continuer. Voilà, donc j'étais très soulagé, j'ai publié mon article. S'il m'avait répondu, c'est des conneries, je n'aurais pas publié, donc j'ai publié mon article. Et puis quand même, je me suis senti encouragé à continuer, et donc c'est comme ça que j'ai tout remis sur le métier et que j'ai publié Tintin chez le psychanalyste en 1985. Et là, surprise, mon éditeur dit on va vous demander une couverture originale des ateliers Hergé. Je réponds, c'est pas la peine, personne n'en a jamais eu. Mon éditeur dit, on court aucun risque, on le demande. Et là, surprise, les ateliers Hergé acceptent. Donc, Fanny Remy, hein, la veuve de Hergé, accepte. On est en fin 84. Et Bob Demore me téléphone en me disant voilà, Fanny est d'accord pour que je vous fasse une couverture, mais je ne sais pas quoi dessiner. Alors, comme je dessine un peu, hein, j'ai fait ma thèse en bande dessinée, ça ne vous étonnera pas, j'adore la bande dessinée. Et donc, je lui fais un petit modèle que je lui envoie et qu'il reproduit, et donc ça a donné ça, hein, c'est-à-dire que je me suis amusé à mettre le chevalier de Haddock ici en Freud, puisque le chevalier de Haddock, c'est un peu à partir de lui que Haddock, le capitaine, va tout comprendre, donc voilà, je mets le... En plus, vous savez, Freud se prenait parfois pour un grand amiral, donc ça tombait bien de le mettre dans un petit dessin comme ça. Voilà, et donc je bénéficie de cette couverture originale, et puis déjà je me dis, mais c'est incroyable, j'en sais pas plus. Et puis je rencontre Fanny Remy à une exposition à la BPI qui me dit, eh ben bravo. Alors
Je me dis, ben, j'ai dû trouver quelque chose. Et c'est 2 ans plus tard, en 87, que 2 journalistes, donc Smoldrein et Sterckx, découvrent qu'en effet, le père et l'oncle de Hergé sont nés d'un père inconnu qui a été imaginé comme illustre dans la famille. Ce qui ne veut pas dire que le père inconnu, que le géniteur inconnu soit un homme extraordinairement important. Mais en tout cas, il a été fantasmé comme tel, il a été imaginé comme tel. C'est ça qui est important. Qu'il n'y avait pas seulement de la honte, il y avait aussi de fille-mère, hein, c'était honteux, mais il y avait aussi l'idée d'une filiation prestigieuse, quelque chose, un secret glorieux. Voilà. Et ça, c'était très important dans l'histoire de Hergé. Il a pu grandir avec ces 2 versions. Ton grand-père, on ne peut pas t'en parler parce que c'était quelqu'un sans importance, et puis de l'autre côté, ton grand-père, c'était quelqu'un de tellement important qu'on ne peut pas t'en parler, ça te montrait à la tête. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé pour trouver le courage, hein, de construire une telle œuvre. Voilà, à un moment où la bande dessinée était quand même faiblement considérée. Hein, c'est très courageux. Il a beaucoup contribué à donner à la lettre de noblesse ce qu'on appelle, à la bande dessinée, ce qu'on appelle ses lettres de noblesse. Tant mieux. Alors, au début des aventures de Tintin, bon, vous savez, c'est des albums de commande. Hein. Tintin au pays des soviets, il travaille à l'époque avec l'abbé Vallès, qui est anticommuniste, colonialiste, raciste, voilà. Donc, Tintin au pays des soviets, je crois qu'il le réalise à partir d'un livre écrit par un ambassadeur en Russie soviétique, un ambassadeur très hostile au communisme, donc il s'en inspire. Alors, ceci dit, pendant toute une époque, ça paraissait un tissu de mensonges. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de choses rapportées par cet ambassadeur étaient exactes, et d'une certaine façon, on peut aujourd'hui trouver dans cet album plus de réalité historique que ce qu'on en a trouvé pendant longtemps. Et puis alors, voyage colonialiste, un Tintin au Congo, voilà, moi j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas un petit avertissement, 4e de couverture, voilà, quand même, pour expliquer que Hergé était un formidable reporter et qu'il ne faisait que témoigner de la mentalité de son époque. Je pense que ça serait bien que les enfants puissent lire ça en disant, non pas Hergé était un abominable raciste, mais en disant, incroyable ce que l'Occident a été raciste. Ça serait quand même mieux. Bon, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas un petit avertissement, mais enfin ça c'est encore des albums de commande. Et puis alors, même chose en Amérique, hein, c'est-à-dire en Amérique il y a des bandits, il y a des gangsters, donc voilà, alors l'Amérique est entièrement corrompue par le gangstérisme, même chose, un album de commande. Et puis les cigares du pharaon, alors même chose encore, hein, c'était des albums très fantaisistes, avec simplement une petite chose qui m'avait toujours frappé, c'est que quand Tintin se retrouve isolé sur un radeau, eh bien, il essaye d'appeler Philémon Cyclone, et ça tourne autour de où pas, où est papa. Voilà, voilà, où papa est, voilà, je n'entends pas, vous dis-je, et on entend simplement où papa est. Voilà, quand on sait qu'il y avait une histoire de secret de filiation, c'est quand même assez drôle. Voilà, et puis alors le grand bouleversement, hein, voilà, le lotus bleu, vous connaissez l'histoire, Hergé rencontre Chang, mais ce qui est intéressant, vous voyez, ça va dans le sens que je disais tout à l'heure, Hergé adulte rencontre Chang adulte, mais Hergé va... Alors déjà, Tintin est intermédiaire entre l'enfant et l'adulte, un grand ado, voilà. Mais le grand ado qui est Tintin ne va pas rencontrer un Chang adulte. Hergé rencontre un Chang adulte. Tintin rencontre un Chang enfant. Parce que Hergé vous ramène tout à l'enfance, voyez. Et ça montre, il aurait très bien pu faire en sorte que Tintin, qui rencontre des tas d'adultes, comme le capitaine Haddock, comme le professeur Tournesol, qui sont des adultes, rencontre un Chang adulte. Non, il le fait rencontrer un Chang enfant. Voilà. Parce que c'est c'est dans ce retour à l'enfance, hein, qu'il arrive le mieux à créer des mondes. Donc vous connaissez l'histoire, hein, Chang explique à Hergé la complexité de la situation internationale, l'invasion japonaise en Chine. Chang, paraît-il, se cache derrière des inscriptions en chinois. Voilà. Pour la petite histoire, voilà.
Et puis il y a aussi évidemment dans cet album les Dupont qui sont tournés en ridicule parce qu'ils se sont, c'est la première fois, mais ça va arriver ensuite assez souvent, ils confondent les vêtements folkloriques avec les vêtements quotidiens. Donc voilà, ils sont tournés en ridicule avec leurs vêtements folkloriques et ils disent ne te retourne pas tout de suite, j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Évidemment, ils sont un objet d'hilarité générale. Et là, il y a une histoire intrigante, c'est qu'il semblerait que la comtesse de Dotzel ait offert les vêtements du père et de l'oncle de Hergé jusqu'à leur majorité. En d'autres termes, imaginez deux enfants de milieu très, très pauvres, hein, voilà, fils d'une pauvre servante, en plus fille-mère, voilà. Il n'y avait pas à l'époque les allocations qu'il y a maintenant, hein, donc on imagine une grande misère, stigmatisée, et chaque année, la comtesse leur offre des vêtements. Elle ne leur offre pas des vêtements de pauvres, j'imagine. Elle leur offre des vêtements comme pour ses propres enfants, puisqu'il semble qu'elle ait eu avec Alexis et Léon une relation très, très filiale. Donc elle leur offre des beaux vêtements. Et voilà tout d'un coup, ces deux enfants, fils d'une fille-mère bâtard, pauvres, qui ont des magnifiques habits, ben, j'imagine qu'ils ont été comme ça, ils ont été la risée de tous leurs camarades, forcément. Ils l'étaient déjà en tant que bâtards, très mal vus, mais alors en plus, quand ils avaient leurs vêtements tout neufs, ça devait être encore pire. Voilà, donc vous voyez des petites traces comme ça des histoires familiales de Hergé. En fait, c'est la guerre qui va lui en offrir l'occasion, parce que Hergé prend l'habitude d'envoyer Tintin aux quatre bouts du monde. Voilà, donc l'oreille cassée, vous avez, avec chaque fois des événements d'actualité. D'ailleurs, la guerre du Grand Chapeau, c'est la guerre du Grand Chaco, une guerre abominable en Amérique latine. Donc, il suit l'actualité, voilà. Et puis c'est la guerre, et il est en Belgique occupée par l'Allemagne. Il ne va pas pouvoir envoyer son héros aux quatre coins du monde, parce que alors, il va en Belgique occupée, il court des risques, quel que soit, s'il rend son héros trop proche de l'occupant allemand, il aura des problèmes, s'il l'affranchit de l'occupant allemand, encore plus. Donc il va se lancer dans complètement autre chose, dans une quête généalogique. Alors il ne faut pas oublier d'ailleurs que sous l'occupation allemande, il y avait quand même le problème de la généalogie juive. Vous savez, c'était les 3/4 ou les 4/4. Hein. Les juifs, enfin Hitler avait pris un certain nombre de caractéristiques qui décidaient si, à partir de quel moment, quelqu'un né de parents juifs ou de grands-parents juifs devait être déporté ou pas. Et donc Hergé va lancer son héros dans une quête généalogique, ce qui était très, je ne vais pas dire à la mode, c'est affreux, mais ce qui était très dans le, comment dire, très dans l'atmosphère du temps. Voilà. Donc il lance son héros dans une quête généalogique, et vous savez l'histoire, hein, c'est le capitaine Haddock qui va retrouver un coffre, etc., avec son ancêtre, et qui va partir à la recherche de son ancêtre. Et c'est là que va se trouver cette histoire d'une île vers laquelle Haddock et donc Tintin Tournesol sont orientés, mais une île dans laquelle il n'y a rien. Et ça a vraiment été une révélation, si je puis dire pour moi, c'est de me dire, mais un secret en cache un autre. En plus, en psychiatrie, on le sait toujours, hein, un secret en cache toujours un autre. Donc là, je me suis dit, non seulement un secret en cache un autre, mais en plus, Hergé nous le dit. Hergé nous dit, mais gros ballot, pourquoi vous allez dans l'île ? Ce secret en cache un autre. Et là, j'ai pensé, vous savez, qu'il fallait peut-être prendre les mots, non pas dans un sens littéral, mais dans un sens imagé. Après tout, la bande dessinée, c'est des images. Donc on dit un trésor. On dit un trésor, des pierreries, des pièces d'or, voilà. Oui, mais un trésor, ça peut être aussi quelque chose de très précieux. Hein. On peut dire le trésor d'une filiation, pourquoi pas, une filiation prestigieuse. Une mère appelle son enfant mon trésor. C'est pas parce qu'il est couvert d'or et de pierreries, c'est parce que c'est quelque chose de très précieux pour elle. Voilà. Et puis je me suis dit, mais il y a le mot fondation, puisque vous savez, à la fin, le trésor est découvert dans les fondations de Moulinsart. Donc je me suis dit, ben, les fondations, on sait ce que c'est les caves, c'est les souterrains, c'est les pierres qui soutiennent l'édifice qui sort de terre. Mais le mot fondation renvoie aussi aux filiations. Hein. On dit poser les bases d'une famille, les fondations d'une famille, voilà, les grandes fondations. Voilà. Et donc je me suis dit, ben, si on prend ces deux mots de façon imagée, le trésor caché dans les fondations, ben, ça devient quelque chose de précieux caché dans la filiation. Et quelque chose de précieux caché dans la filiation, c'est une naissance illustre. Oui. Et donc là, on arrive
on arrive au fameux parchemin de la donation de Moulinsart, vous savez, qui va permettre au capitaine Haddock de prendre possession du château de Moulinsart. Et donc, il manque des morceaux dans le parchemin, mais le parchemin se termine avec des dates qui rendent plausible le fait que le chevalier de Haddock était un fils bâtard de Louis XIV. Et en plus, il y a cette phrase extraordinaire à mon cher et aimé chevalier de Haddock. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a absolument mis sur le chemin. Alors attendez, mon cher et aimé, est-ce que c'est ça la phrase exacte? Ah oui, c'est ça, c'est pas sur le parchemin, c'est ce que dit le capitaine Haddock. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, voulant récompenser les grands mérites de notre cher et aimé François, chevalier de Haddock. Voilà. Et c'est là que ce cher et aimé m'a mis sur la voie d'une filiation possible. Voilà. Et alors après, quand j'ai trouvé tout ça, je me suis dit, peut-être qu'on en trouve la trace ailleurs. Et alors effectivement, après il y a les 7 boules de cristal, le temple du soleil. Et vous savez que dans le temple du soleil, il y a une séquence à la fin qui est quand même étonnante. C'est que le capitaine Haddock va jurer de garder un secret. Et il va jurer de garder un secret auprès de qui? Auprès de quelqu'un qui est l'équivalent du grand roi Louis XIV, c'est le grand Inca. Le grand Inca, c'est le double de Louis XIV. Et donc, vous voyez l'histoire dans l'histoire du chevalier de Haddock, le roi Louis XIV impose au chevalier le secret. Tu ne dois rien dire. Mais ici, le grand Inca sollicite le capitaine en lui disant « Capitaine, ça serait bien que vous ne disiez rien. » Le capitaine dit « Grand cœur, je vous promets, je garderai le secret. » Ça veut dire que le secret n'est plus imposé, il est choisi, il est assumé. Et vous voyez, c'est ça le plus intéressant, c'est comment Hergé a non seulement mis en scène cette filiation très problématique, à travers ses aspects problématiques, c'est dans Le secret de la licorne, Trésor de Camble Rouge, mais Hergé a aussi inversé un certain nombre de situations de telle façon que les descendants d'Alexis et Léon décident d'être les agents du secret, de garder volontairement le secret. Je jure que moi aussi, alors donc, c'est très intéressant, au moment où il jure, Tintin dit « Je jure que jamais je ne révélerai à quiconque l'emplacement du temple du soleil ». Et que dit le capitaine Haddock? Il dit « Moi aussi, vieux frère, je le jure, que le grand cric me croque et me fasse avaler ma barbe si je lâche un mot à ce sujet ». Or, que le grand cric me croque, c'est l'insulte privilégiée du chevalier de Haddock. Le capitaine Haddock dit très peu que le grand cric me croque, mais son ancêtre, le chevalier, le disait tout le temps. Et là, il le dit parce qu'il s'adresse au grand Inca, qui est l'équivalent du roi Louis XIV. Ça reste une période compliquée pour Hergé. C'est des albums d'après-guerre. Et Hergé vit une période difficile pour beaucoup de raisons. Parce qu'il a continué à faire des bandes dessinées dans un journal qui était passé sous contrôle allemand. Donc ça lui reproche de collaboration, bien que ce qu'il ait fait ne contiennent rien qui puisse le faire accuser de collaboration, simplement le fait d'avoir continué à travailler pour ce journal. Voilà, sa mère, en 1946, meurt dans un hôpital psychiatrique, et puis, comme Hergé commence à avoir beaucoup de succès, les éditions Casterman lui demandent de reprendre ses albums, puisque ces albums que j'ai dans les mains, c'est pas du tout ceux que les lecteurs avaient dans les mains en 1935 ou 1940. Les éditions Casterman proposent de mettre en couleur, de réduire le nombre de vignettes, puisque le nombre de pages est limité, et donc ça fait énormément de travail à Hergé. Donc pour toutes ces raisons, c'est une période un peu compliquée de sa vie, mais ça ne diminue pas pour autant, vous voyez, sa créativité. Et donc il reprend l'idée du voyage au bout du monde. Alors on va les trouver. Alors en effet, donc il accompagne encore l'actualité avec Tintin au pays de l'Ornois, vous savez, album qui avait été commencé avant la guerre, interrompu, puis terminé après la guerre. Donc entre-temps, la Palestine a changé, voilà. Donc les historiens s'amusent à repérer dans cet album qu'est-ce qui témoigne du début de l'album avant la guerre et qu'est-ce qui témoigne de la fin de l'album. Il y a un truc très drôle, c'est que le capitaine Haddock n'apparaît pas, et il apparaît parce qu'il apparaissait pas quand Hergé a commencé les albums, et puis le capitaine Haddock, il apparaît seulement
à la fin, et Tintin lui dit « Mais où étiez-vous donc, capitaine ?» Alors que c'est une astuce de Hergé, et le capitaine n'a pas le temps de répondre, donc c'est une astuce de Hergé pour le faire surgir comme ça. Alors après, Objectif Lune, on a marché sur la Lune, et donc voilà, ça c'est entièrement accaparé par l'actualité, enfin par les recherches pour envoyer un homme sur la Lune. Donc très beaux albums, et très beaux albums où il y a quand même quelque chose d'étonnant dans une parution pour la jeunesse. Déjà, il y avait quelque chose d'étonnant dans une parution pour la jeunesse dans Tintin au pays de l'or noir, c'est Muller qui veut se suicider. C'est quand même pas fréquent qu'on voit un personnage dans une bande dessinée soi-disant pour enfants, se mettre un revolver sur la tempe. Mais c'est le revolver que Muller a chippé à Abdallah, et donc c'est un pistolet à eau, et donc Muller ne fait que s'asperger. Il y a quand même le geste. Et puis, donc ça montre que Hergé n'hésitait pas à mettre ses préoccupations d'adulte dans des œuvres soi-disant pour enfants. D'ailleurs, il a toujours dit qu'il dessinait autant pour des adultes que pour des enfants. Il aimait raconter des histoires et il ne s'imposait pas de limite. La seule limite qui s'est imposée, c'est de ne pas mettre trop de jolies filles, parce que ça, les censeurs étaient très très scrupuleux là-dessus à l'époque. Et donc, à la fin de On a marché sur la Lune, il y a le suicide de Wolf, qu'on ne voit pas, mais qu'on comprend. Voilà. La bataille de Wolf et de Müller, le coup de revolver qui tue Müller par hasard, et ensuite le suicide de Wolf. Voilà. C'est le destin qui veut que je réussisse, et donc Wolf, en fait, se sacrifie pour que Tintin Haddock, Tournesol et Dupont aient suffisamment d'oxygène. C'est quand même un suicide dans une bande dessinée, pour enfants, c'est pas courant. Et puis l'actualité continue, on va vite, et je voudrais en arriver à un album, donc Coq en stock. Alors là, c'est vraiment formidable album. Hergé se rachète de Tintin au Congo. Et puis, alors d'ailleurs, oui, non, c'est pas dans ces albums. Il y a quelques jolies femmes dans Les Aventures de Tintin, c'est pas dans cet album. Et puis, donc, surtout Tintin au Tibet. Alors, Tintin au Tibet, j'en ai beaucoup parlé dans mes travaux, parce que il y a cette histoire incroyable du Yéti qui prend en charge Chang. Vous savez, Chang était dans un avion, l'avion s'est écrasé dans une cordillère des Tibets, la montagne du Tibet, et donc Tintin a tout d'un coup une vision comme quoi Chang ne serait pas mort. Il décide d'aller voir ce qui se passe, et il découvre que Chang en fait a été pris en charge par le Yéti. Et donc Chang finalement est récupéré par Tintin, mais il y a des pages dans lesquelles Chang, après sa libération, raconte ce qui est arrivé, et il dit que le Yéti le protège comme une mère pratiquement, comme un père. Voilà, le Yéti est vraiment le parent qui va faire en sorte que Chang survive, quoi qu'il arrive. Et lorsque Chang repart avec Tintin et Haddock, il y a cette très belle scène où on entend des cris de désespoir, et le capitaine Haddock dit « encore cette espèce de zouave », donc il désigne le Yéti, et Tintin, toujours grand cœur et lucide, dit « l'adieu du Yéti, Chang, le voilà rendu à sa solitude ». Voilà. Et Chang dit « moi je souhaite qu'on ne le trouve jamais, car on le traiterait comme une bête sauvage ». Et pourtant, je t'assure Tintin, il a agi avec moi d'une telle façon que je me suis parfois demandé si ce n'était pas un être humain. Et on voit le Yéti qui assiste au départ. Et ça m'a paru très important, parce que c'est une reconnaissance de filiation. Il faut toujours avoir à l'esprit que Hergé a grandi avec l'idée, avec un père qui était triste, désespéré, maussade, sombre, et Hergé a dû se demander pourquoi, et Hergé a compris très vite qu'on ne pouvait pas lui parler du père de son père, et Hergé a dû penser que c'est parce que le père de son père ne l'avait pas reconnu que son père était comme ça. Son père était probablement comme ça pour beaucoup d'autres raisons, mais quand on est enfant, on s'accroche à une raison. Mon père est désespéré parce qu'il n'a pas été reconnu par son propre père. Et donc, dans le Trésor de Rackham le Rouge,
le capitaine Haddock arrive à récupérer le château de Moulinsart, mais ce n'est pas une reconnaissance affective. Hein. C'est une reconnaissance, on pourrait dire, c'est une reconnaissance de bien. Voilà, il revient en possession de son bien, et en plus, le château de Moulinsart au fronton a un dauphin couronné. Donc voilà, je ne vous fais pas un dessin, un dauphin, c'est le fils de roi couronné, c'est qu'il a enfin accédé au poste pour lequel il était désigné par sa naissance, ce que justement n'est pas arrivé au chevalier de Haddock, qui n'étant pas reconnu, n'a jamais pu devenir roi. Et donc là, dans Tintin au Tibet, c'est plus seulement une reconnaissance de bien, c'est une reconnaissance émotionnelle. Hein. Tintin au Tibet, c'est un album formidable parce que c'est pour moi l'album le plus empreint d'émotion et d'empathie de toute l'œuvre de Hergé. Il y a cette fameuse séquence où le capitaine Haddock, suspendu par une corde, veut couper la corde, suicide. Il veut se suicider pour que Tintin continue à vivre. Ça aussi, dans une bande dessinée pour enfants, c'est pas courant. Et cet échange entre Tintin et Haddock, Tintin qui dit non, je meurs, je vais mourir, je coupe la corde. Tintin lui dit ne la coupez pas, capitaine. Et Tintin, la corde qui lui coupe le dos, il dit mon Dieu, comme je souffre, etc. C'est vraiment poignant. Et ici, vous voyez, à la fin, ça se termine sur ce cri d'amour du Yéti et cette reconnaissance de Tchang. Il s'est occupé de moi. Ce que le père de Hergé n'avait jamais pu dire. Il s'est occupé de moi. Et donc là, il y a une réconciliation de Hergé avec lui-même. Je pense qu'Hergé a réussi encore une fois non seulement à mettre dans son œuvre ces légendes, enfin ce secret de famille et les légendes qu'il avait enjolivées, mais il leur a trouvé une solution. Il leur a inventé une solution. Oui, alors en plus, il traverse une crise difficile puisque c'est l'époque où il est très amoureux de Fanny et qui deviendra sa deuxième femme. Et donc il envisage de divorcer de la première, mais il l'a beaucoup aimée et puis surtout, il est très catholique. Donc le divorce est quelque chose de très très compliqué pour lui et il passe par des tourments considérables dont l'album rend compte d'ailleurs. Et c'est aussi l'époque où il pense faire une psychothérapie. Il va voir d'ailleurs un psychiatre jungien en Suisse. Et ce psychiatre jungien qui, bon, peut-être hélas, mais peut-être aussi tant mieux pour Hergé, n'avait rien compris à la création. Et ce psychiatre jungien dit à Hergé, écoutez, vous souffrez trop à travailler sans arrêt comme ça, il faut que vous arrêtiez de dessiner. Et Hergé a fait le bon choix, il a arrêté d'aller le voir. Et peut-être que s'il avait trouvé un psychiatre plus éclairé sur la bande dessinée, peut-être qu'il ne serait pas allé aussi loin dans Tintin au Tibet. Mais décidant d'abandonner ce psychiatre qui ne le comprenait pas et ne comprenait rien à la création, il va tout mettre dans Tintin au Tibet. Et on a du coup un album extraordinaire. Rien n'a été dérivé vers la psychothérapie, tout a été mis dans Tintin au Tibet. Il a fait sa thérapie avec Tintin au Tibet. Il y a réussi d'ailleurs, puisque finalement il a quitté sa première femme, il a rencontré Fanny Remy, et puis il a été apaisé. Et il a fait ce chef-d'œuvre d'humour et de parodie qui s'appelle Les bijoux de la Castafiore. Alors, il faut comprendre qu'il y a son apaisement lié à ses décisions, il y a l'apaisement lié au fait que non seulement maintenant il a réconcilié ses ancêtres à l'intérieur de lui, il les a réconciliés non seulement sur le plan de la filiation reconnue, mais même sur le plan de l'émotion reconnue avec Tintin au Tibet. Donc il est apaisé, mais il est apaisé aussi parce que les héros à l'époque des bijoux de la Castafiore, le héros est en train de changer, la situation politique internationale n'est plus la même, donc Hergé aussi profite d'une évolution du héros qui cherche un peu un emploi, et donc en effet Tintin, dans les bijoux de la Castafiore, va appliquer toute sa sagacité à résoudre un problème, on dirait mineur, hein, par rapport à tous les autres qu'il a résolus dans sa vie. Voilà, il y a une pie voleuse qui a chippé les bijoux de la Castafiore. Ça tient un album, et c'est une merveille d'autoparodie que s'est faite Hergé. Voilà. Et puis la dérision continue, hein, vous savez, dans Vol 714 pour Sydney, la dérision continue par le fait que non seulement Tintin va maintenant se dévouer pour résoudre des causes mineures, hein, comme les bijoux de la Castafiore, mais en plus les ennemis de Tintin qui apparaissaient comme très méchants et très nuisibles, c'est-à-dire Alan et Rastapopoulos, eh ben, ils vont devenir ridicules. Non seulement il n'a plus de cause à défendre, mais il n'a même plus d'ennemis. Quand vos ennemis deviennent ridicules,
c'est plus vraiment des ennemis dangereux, quoi. Voilà. Donc, vol 714 pour Sydney, ben, la réconciliation de Hergé avec lui-même. Il l'a dit d'ailleurs, il a dit à cette époque-là qu'il commençait à trouver vraiment du plaisir à ne rien faire. Bon, quand même, il avait bien mérité dans cet état, mais il a dit plaisir à flâner. Il n'avait jamais trouvé de plaisir à flâner. Voilà. Et puis il continue dans la parodie, hein, avec Tintin et les Picaros. Et puis il n'a jamais fini l'Alphart, hein, comme vous savez, mais heureusement on bénéficie du facsimilé des planches. Et là, ben, Tintin s'attaquait à un problème intéressant par rapport à Hergé, puisqu'Hergé avait eu des velléités d'être peintre, mais finalement il avait compris que ce qui l'intéressait c'était de raconter des histoires, et là il avait finalement décidé de raconter des histoires sur le milieu de la peinture. Donc il en aurait probablement beaucoup raconté sur lui-même, mais pas sur lui-même enfant, pour le coup, sur lui-même adulte dans ses relations avec les milieux de la peinture. Oui, Hergé a posé sur les aventures de Tintin l'interdiction qu'elle soit prolongée après sa mort, interdiction qu'il n'a pas prononcée pour ses autres héros, puisque il est possible de fabriquer du Quick et Fluke, il est possible de fabriquer du Josette et Joko, mais il ne s'est jamais vraiment reconnu dans ses albums. Et vous comprenez pourquoi, hein, c'est que c'est seulement dans les aventures de Tintin qu'il a mis ce secret de famille et aussi la réconciliation des personnages qui avaient présidé à ce secret. Il s'est réconcilié avec lui-même à travers les aventures de Tintin, et on comprend qu'il n'ait pas voulu que d'autres les mènent sur d'autres chemins. Alors, euh, en tout cas, il avait conscience de ce qu'il mettait de sa propre histoire, puisque quand il dit les Dupont, c'est mon père et mon oncle, c'est tout à fait clair. Hein. Sur la Castafiore, il n'en a jamais parlé, mais sur son père et son oncle, c'est tout à fait clair. Donc, il a désigné Tintin, Haddock et Tournesol pour le représenter, les Dupont pour représenter son père et son oncle. S'il n'a pas parlé de la Castafiore, vous voyez, quand même, ça devait pas être très loin dans son esprit, d'autant plus que cette histoire de secret de famille, il en a parlé à son secrétaire, il en a parlé à Fanny Remy. S'il n'en avait pas parlé à son secrétaire, à Fanny Remy, ces deux personnes n'auraient pas pu me parler de ce qu'il leur en avait dit. Voilà. Donc, je crois qu'il était conscient de mettre un certain nombre d'éléments de son histoire dans les albums. Il était aussi probablement conscient de s'inspirer de choses qu'il avait marquées enfant, puisque vous savez qu'il avait beaucoup lu Sans famille, comme beaucoup d'enfants de cette époque, d'Hector Malot, et donc en plus il s'appelait Remy, donc le petit Rémy. D'ailleurs beaucoup de gens font l'erreur d'écrire le patronyme de Hergé, R et accent aigu MI, alors que c'est RE sans accent MI. Donc déjà les gens confondent Remy et Rémy, mais Hergé s'en a été beaucoup inspiré, puisque le petit chien Milou ressemble au chien Capi, mais qu'après il a créé le capitaine. Donc le capitaine, c'est le double de Milou, mais c'est en même temps le double de Capi, petit chien de Sans Famille. Et puis, vous savez peut-être, dans Sans Famille, il y a Milgrand, et c'est Moulinsart, voilà, le moulin. Voilà, donc ça, il en était probablement conscient. Sur la comtesse et la Castafiore chantant la Marguerite de Gounod, qui pouvait incarner le destin de sa grand-mère Marie de Vigne, je pense que ça a dû l'effleurer parce qu'il connaissait bien l'opéra de Gounod. Et c'était pas un grand amateur d'opéra, mais il connaissait parfaitement l'opéra de Gounod, et il le montre puisque dans Coq en stock, à un moment, la Castafiore dit « Je mets la plus belle robe de Marguerite », et effectivement, c'est le moment où elle découvre les bijoux. Donc il connaissait cet opéra, donc je pense que si vous voulez, c'est des choses qu'on appelle préconscientes en psychologie, c'est-à-dire que par moments ça affleure, et puis ça repart. Mais c'est quelque chose qui va et qui vient, et je pense qu'il était comme ça par rapport à ce secret de famille et par rapport à tout ce qu'il en avait fantasmé, imaginé, rêvé. Mais est-ce qu'il avait conscience d'aller mieux en écrivant? Je pense que non, mais qu'à la fin de sa vie, il a dû reconnaître l'importance qu'avait eu son œuvre sur lui, parce que quand même, il était apaisé, quoi.
je le vois d'abord comme un homme très courageux. Parce que, à son époque, faire de la bande dessinée, décider de se consacrer à la bande dessinée, c'était compliqué, hein, c'était pas reconnu du tout. Décider de suivre les conseils de Chang et quand même de faire quelque chose, de faire une bande dessinée très politique, hein. C'était quand même quelqu'un, je crois, qui était profondément honnête, profondément sincère, et qui avait ce qu'on appelle aujourd'hui le courage social, c'est-à-dire que quand il était convaincu de quelque chose, il le faisait. Et il a été très en dehors des clous dans ses bandes dessinées. Alors vous savez, c'est passé pourquoi? C'est passé parce que c'est beau, parce que c'est tellement bien dessiné, on dit la ligne claire. Alors les parents, vous savez, les parents ne lisent pas les livres de leurs enfants, mais les parents feuillettent. Alors les parents feuilletaient les bandes dessinées américaines des années 50, le dessin était assez sale parce que c'était très mal imprimé, et les parents disaient non, non, tu liras pas ça. En fait, il y avait des très très bonnes bandes dessinées américaines des années 50, mais c'était sale, c'était mal imprimé, c'était grand comme ça, c'était format de hall de gare. Et puis les parents feuilletaient Tintin, ils disaient wow, c'est bien dessiné, c'est clair, c'est bien écrit, il n'y a aucune faute d'orthographe, donc c'est bien. Mais quand les enfants lisaient ça, ils trouvaient beaucoup d'autres choses hein, quand même. Ouais, l'Anschluss, voilà, Mussler, qui est un concentré de Mussolini et Hitler. Voilà. Donc ils mettaient beaucoup plus de choses que ce que les parents n'envoyaient dans ces bandes dessinées. Donc je crois que c'est quelqu'un qui avait vraiment un très fort désir de raconter et qui a eu le courage de mettre dans les aventures de Tintin beaucoup de choses qu'il avait envie d'y mettre sans se poser la question de savoir comment ça allait être trop reçu. Voilà. Et en effet, le fond historique, le fond politique apparaît maintenant, mais pour beaucoup de lecteurs à l'époque, je pense que enfin, les lecteurs adultes ne le lisaient pas. Donc du coup, on ne le voyait pas. Voilà. Et puis aussi, quand même, l'extraordinaire souci de l'exactitude de Hergé, qui n'est pas seulement une exactitude du dessin, on dit souvent la ligne claire, c'est une exactitude du décor. Vous n'êtes jamais allé au Tibet, moi je suis jamais allé au Tibet, ben je sais à quoi ressemble une bouilloire tibétaine, un monument tibétain, un costume tibétain. Et puis précision du texte, le texte est une merveille. Moi j'ai appris à être concis, enfin, là je suis peut-être pas trop, mais j'ai appris à être concis en lisant les albums de Tintin parce qu'il y a des bulles. Et vous savez, Hergé, quand il a commencé à Tintin au pays des Soviets, on lui a proposé, et surtout Tintin au Congo, on lui a proposé de mettre des bulles dans les dessins, mais de rajouter un petit texte dessous. C'est à l'époque, ça se faisait. Et il a refusé en disant non, je mettrai tout dans les bulles. C'était un challenge, parce qu'il n'a pas fait comme d'autres auteurs qui ont fait des bulles énormes, bourrées de textes. C'est un travail de concision extraordinaire. Moi, je propose toujours aux gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas Tintin, ils n'aiment pas Tintin, les gens qui aiment Tintin, je leur dis, mais demandez à un ami de s'installer dans la pièce à côté et de lire Tintin à haute voix et contentez-vous d'écouter. Le texte de Tintin est merveilleux, c'est captivant. On pourrait faire de la radio, c'est du texte très concis, très fort. Voilà. Donc cet esprit de synthèse, cette concision, et encore une fois ce courage, parce que vraiment c'était pas évident du tout, hein, et il l'a fait. Il paraît qu'il aurait été tenté par la peinture, et puis très vite, il aurait compris que son bonheur, c'était de raconter des histoires. Voilà. Donc il s'est toujours intéressé à la peinture quand même, mais à celle des autres. Donc à Moulinsart, il y a un certain nombre de tableaux, Andy Warhol, voilà. Mais donc il adorait la peinture, mais il a compris que son bonheur à lui, c'était de raconter des histoires. Et le courage de raconter les histoires qui l'intéressaient. Quand même, coq en stock, quoi. Raconter des histoires d'esclavage comme ça, quoi, dans une publication pour enfants. Bon, alors, on lui a reproché que les nègres parlaient petits nègres. Voilà, donc après, il a modifié les textes, il les a fait parler comme dans les romans, comme les Noirs dans les romans américains. Mais c'est facile de faire des reproches à Tintin. Pourquoi est-ce qu'on fait autant de reproches à Tintin? Parce qu'on l'adore. Si on n'adorait pas autant Tintin, on n'y ferait pas attention. Mais on aimerait qu'il soit encore plus parfait qu'il n'est.
mais Hergé était un homme de son époque. On peut pas, on peut reprocher, on peut regretter aujourd'hui qu'il n'y ait pas un avertissement dans Tintin au Congo. On peut regretter bien sûr qu'Hergé n'ait pas pris plus de recul par rapport à Tintin au Congo, mais en même temps, heureusement qu'il y a Tintin au Congo pour expliquer à nos enfants aujourd'hui ce qu'était le racisme dans la Belgique ordinaire et la France ordinaire de la première moitié du XXe siècle. Parce qu'on ne se le représente plus, on n'arrive pas à l'imaginer. Et donc moi je dis merci à Hergé d'avoir fait Tintin au Congo comme il l'a fait, parce qu'il avait pris du recul, il aurait été bien pensant, mais il n'aurait pas mis en scène des choses aussi abominables que ce qu'il met. Et du coup, il nous apprend beaucoup plus en ayant été le caméléon qu'il a été, d'absorber son environnement et de le retranscrire. Il nous apprend aussi aujourd'hui beaucoup plus sur l'histoire que ce qu'il nous en aurait jamais appris s'il avait cherché à prendre du recul et à critiquer et à ne garder que ce qui était le plus, à ne mettre en scène peut-être que ce qui était le plus positif, de manière à faire oublier ce qui était négatif. Le négatif l'emportait tellement qu'il l'a mis en scène largement, et aujourd'hui on comprend que c'était en effet largement négatif, quoique certains essayent de nous en faire croire. Je n'ai jamais rencontré Hergé et je pense que c'est bien parce que du coup, j'ai jamais été séduit par son extraordinaire amabilité. Et du coup, j'ai pu travailler sur son œuvre. Je n'ai pas trouvé dans son œuvre de traces d'autres traumatismes que celui que je vous ai évoqué, qui est encore une fois un traumatisme familial. Je pense qu'Hergé, comme beaucoup, a dû vivre des moments très difficiles, surtout avec le père et la mère qu'il a eus, mais à part quelques séquences d'hôpital psychiatrique, mais traitées avec beaucoup de distance et d'humour, ces traumatismes-là ne sont pas présents dans son œuvre. En revanche, l'abandon y est très présent. Bon, la séquence où il est sur la mer dans un sarcophage, voilà, il y a beaucoup de séquences d'abandon, même dans Tintin en Amérique, Milou séparé de Tintin. L'abandon est au centre de beaucoup de situations mises en scène par Hergé, mais cet abandon, je crois qu'il faut vraiment le référer à l'abandon dont il voyait que son père avait été victime. Il avait beaucoup d'empathie pour son père, évidemment, et du coup, il souffrait de la souffrance qu'il imaginait à son père d'avoir été un enfant abandonné. Et l'abandon est omniprésent, qu'Hergé ait souffert de maltraitance de toute nature, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'apparaît pas dans son œuvre. Je pense qu'il a centré son œuvre sur l'enfant qu'il était à 5, 6, 7, 8 ans, et que tout ce qu'il a vécu après, notamment l'adolescence, avec tout ce qu'elle comporte de passion, de bêtises, voilà, tout ça, c'est pas du tout dans son œuvre. Il met en scène un adolescent, mais un adolescent physique, mais pas un adolescent mental. Tintin, c'est un vieux bonhomme, Tintin. Il est raisonnable, il est sage, il est posé, il a 70 ans, Tintin. Voilà, mais il a un corps d'ado. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les autres tours, tous ces personnages qui sont très conflictuels, mais en même temps, vous voyez, Haddock, oui, il l'a dit, c'est lui quand il s'énerve, il est peut-être coléreux, quand il boit, il pouvait boire, tourne seul quand il est enchaîné à sa table de travail. Il n'y a pas de héros, il y a des héros maltraités, mais c'est assez fugitif. Le petit Zorino, bon, Tintin lui vient en aide, voilà. Donc, mais je suis persuadé que le choix de la bande dessinée fait plonger celui qui le fait dans son univers d'enfant. On ne peut pas dessiner pour les enfants sans redevenir soi-même l'enfant qu'on a été, ce qui explique qu'il a dessiné avec l'enfant qu'il était, et il n'a pas mis en scène des problèmes d'adultes, il a mis en scène le regard d'un enfant sur des problèmes d'adultes, ce qui est très différent. Et c'est pour ça qu'il est tellement aimé des enfants, mais c'est aussi qu'on peut l'aimer à tout âge, parce que c'est des problèmes d'adultes vus par un regard d'enfant, mais qui a été notre regard à tous avant qu'on devienne adulte. On a tous vu les problèmes des adultes à travers un regard d'enfant. Mes albums préférés, c'est évidemment Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Et il y a une petite vingtaine d'années, il y avait eu une enquête auprès d'enfants et de pré-ados pour savoir l'album qu'ils préféraient. Et j'étais très content parce que c'était les mêmes. Et alors, pourquoi c'est l'album que j'ai préféré? À cause
des aventures de corsaires et de pirates. Il y a une pleine page où on voit une bataille sur un bateau. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer cet album. Alors après, quand j'ai grandi, ben, évidemment, j'ai trouvé les bijoux de la Castafiore, qui n'existaient pas d'ailleurs quand j'étais enfant. J'ai trouvé les bijoux de la Castafiore formidables. Mais l'album qui m'a fait rêver le plus, c'est évidemment Le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, à cause de ces histoires de corsaires et de pirates, qui renvoient à un imaginaire d'enfant, alors que l'Anschluss, la guerre du Grand Chaco, ça ne renvoyait pas à un imaginaire d'enfant. Pas le mien en tout cas. Voilà, alors, vous savez, je ne suis pas le seul à les adorer, parce que Spielberg les a choisis quand même. Et j'espère qu'on aura un jour la suite, voilà, puisqu'il n'a fait que le premier film qu'il avait prévu sur les deux. Mais pour dire un mot de Spielberg, oui, je trouve que Spielberg, bien qu'il ait fait beaucoup de concessions à l'état d'esprit américain, voilà, à la mode du jeu vidéo, Capitaine Haddock avec un bazooka, tout ça, des séquences en caméra numérique, voilà. Bien qu'il ait fait tout ça, il a quand même formidablement bien respecté la dynamique du secret de famille, hein, puisque Sakharine est même le descendant de Rackham le Rouge, et il n'y a plus seulement dans le film de Spielberg Haddock aux prises avec le secret de son ancêtre, il y a aussi Sakharine aux prises avec le secret de son ancêtre Rackham. Donc il a redoublé la question du secret, de la dette et de la mission à remplir au nom de l'ancêtre. Donc de ce point de vue-là, bravo à Spielberg d'avoir si bien respecté la dynamique du secret dans les aventures de Tintin. Oui, je pense que c'est une œuvre à laquelle on revient toujours en se disant il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors je prétends pas d'ailleurs avoir mis à jour tout ce que tous les lecteurs ne comprennent pas dans les aventures de Tintin. Moi, j'ai fait ma lecture, comme j'avais travaillé sur les secrets de famille, sur leurs conséquences sur plusieurs générations. Moi, j'ai trouvé dans les aventures de Tintin ce que je ne comprenais pas, j'ai cherché à le comprendre. Mais il y a d'autres choses qui sont énigmatiques dans les aventures de Tintin et que d'autres, un jour, probablement découvriront. Ce qui est certain, c'est que Hergé n'a pas seulement travaillé en sachant ce qu'il faisait, il a accepté de faire de la bande dessinée de telle façon que parfois ce qu'il faisait lui échappait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut trouver dans les aventures de Tintin autant de choses qu'on peut en trouver dans les pièces de Shakespeare, parce que c'est une œuvre dans laquelle on peut rentrer par beaucoup de portes, qu'on peut explorer de beaucoup de façons, dans laquelle on peut trouver beaucoup de facettes de l'homme, de la vie sociale, de la société, de la politique. Voilà. Alors moi, je ne prétends pas avoir découvert le secret du succès des aventures de Tintin, je ne suis pas si con, mais je suis bête, mais j'ai trouvé ce qui m'avait scotché dans les aventures de Tintin, voilà, et un des aspects de ce que Hergé y a enfermé de manière cryptée, mais il a dû y enfermer beaucoup d'autres choses.